Merci d'être là, hein. D'autant plus que cet après-midi, nous accueillons Madame Vanessa Boubon, qui est l'adjointe à Madame Claire Tessier, la sous-préfète à la cohésion sociale, et qui accepte de nous dire quelques mots. Je lui renouvelle nos excuses. En fait, on a découvert en partant ce midi, on n'a même pas pu vous le dire vraiment, parce que c'est en partant, quand tout le monde était parti, qu'on a découvert que la salle, c'est à 14 heures qu'ils allaient la rouvrir. Bon, donc navré pour cet épisode d'attente imposée. Désolé. Merci Monsieur Sélénis. Alors j'avais pas prévu particulièrement de prendre la parole, donc permettez-moi tout d'abord d'excuser Madame Tessier, la sous-préfète à la cohésion sociale, qui est retenue par d'autres obligations, car en ce moment même il y a le lancement de la campagne annuelle de lutte contre les violences faites aux femmes. Alors je tiens dans un premier temps à vous féliciter pour la mise en place de ce programme d'inauguration de l'Observatoire de la parentalité de la Martinique, qui est riche et qui aborde l'ensemble des champs qui recouvrent la parentalité et qui à ce titre permet d'avoir une vue d'ensemble importante et pour les acteurs de terrain d'avoir aussi des clés leur permettant d'accompagner au mieux les familles. Alors cet observatoire a un rôle tout particulier sur notre territoire. Comme vous le savez, notre territoire a certains indicateurs sociaux qui sont dégradés en comparaison à l'Hexagone, avec un taux de pauvreté qui s'élève à près de 28%. Et les familles monoparentales sont principalement touchés par cette pauvreté. Donc à ce titre, l'Observatoire a peut-être aussi un rôle à jouer pour accompagner ces familles dans des situations sociales difficiles. Et plus largement, je pense que la parentalité pose aujourd'hui de nouvelles questions et amène aussi bien les parents que les professionnels accompagnateurs à envisager une approche nouvelle, et c'est pourquoi je me réjouis de la mise en place de cet observatoire qui, encore une fois, va jouer un rôle majeur sur le territoire. Donc j'ai hâte d'écouter la suite et puisque c'est réellement le sujet de cet après-midi. Merci. Merci beaucoup Madame Boubon. Vos encouragements nous permettent de mieux envisager encore la suite des opérations, puisque c'est quelque chose de très important. Alors, Madame la sous-préfète avait déjà reçu Monsieur Vaquez au début d'année, enfin de le premier semestre 2022, au moment où il préparait son rapport. Et donc, c'est avec plaisir que mercredi après-midi, c'est ça, nous la retrouverons pour essayer de lui rendre compte de ce rapport-là et des suites que nous espérons pouvoir donner à ce rapport et du développement en cours et futur de l'Observatoire. Alors, cet après-midi, donc, vous le savez, le thème c'est soutenir la parentalité en Martinique. Comment l'Observatoire doit-il se développer pour apporter une aide efficace aux acteurs du soutien à la parentalité? Donc, sans plus tarder, je vais céder la parole déjà à M. Benchendik, qui va sans doute nous dire deux petits mots avant que M. Vaquez ne prenne la parole. Merci beaucoup effectivement de me céder la parole et merci beaucoup Charles Sélénis de nous avoir évidemment invités. À la fois évidemment Quentin Vaquez qui va intervenir juste après sur son rapport d'expertise et puis finalement de nous avoir commandé cette étude, parce que c'est bien ça dont il s'agit. Je vais simplement exposer un petit peu le contexte et évidemment laisser la parole à Quentin qui va effectivement revenir sur le travail qu'il a réalisé l'année dernière lorsqu'il était en 4e année. Finalement, un rapport d'expertise, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de permettre à un étudiant de 4e année de travailler pendant presque une année sur un sujet suite à une commande. J'insiste sur cette question de la commande, c'est-à-dire que l'étudiant doit se mettre au service du commanditaire
pour élaborer effectivement un travail qui a la caractéristique d'être utile, de servir, de contribuer à faire avancer les choses. Dans la thématique, ça va être développé sur les questions de parentalité. Donc ça veut bien donc dire que c'est un travail qui a la caractéristique d'être dans une démarche de recherche, une démarche scientifique et une démarche qui a vocation impérativement à développer, à démontrer, à analyser, à construire un travail qui a la caractéristique d'être abouti. L'idée, c'est pas de développer de manière descriptive des développements qui n'auraient pas vocation, évidemment, à permettre de voir et de mettre en perspective l'analyse, mais bien au contraire de faire ce travail de démonstration. Et là, j'insiste beaucoup sur ce travail qui a vraiment vocation à être une démarche importante en matière de recherche. Je le redis, l'idée, c'est pas d'opposer le savoir théorique et le savoir pratique. L'idée, c'est au contraire d'analyser, de construire, de bâtir des indicateurs pour que justement un travail d'analyse, un travail de réflexion puisse évidemment être mené dans le cadre de ce rapport d'expertise. Dans la troisième partie, et ça sera évoqué par Quentin, il y a aussi des préconisations. L'idée, c'est aussi de permettre, dans le cadre de ce travail, en s'appuyant sur la première et la deuxième partie, de mettre en perspective des préconisations, des possibilités, des hypothèses de faisabilité dans le cadre du travail qui a été demandé effectivement à Quentin. Donc vous comprenez bien que ce travail d'analyse est bien en perspective la transversalité des politiques publiques. C'est-à-dire que, encore une fois, il n'est pas possible d'appréhender un problème social avec la mobilisation d'une seule discipline. La caractéristique importante du travail, c'est de montrer qu'il faut contourner, qu'il faut observer, analyser un problème social, mais en mobilisant différentes disciplines. Parfois, faudra-t-il évidemment aller chercher du droit, parfois faudra-t-il aller chercher de la science politique ou de la sociologie, évidemment, pourquoi pas de l'histoire ou de l'économie. Et donc, ça montre bien que cette complexité des faits sociaux ne peut, encore une fois, être analysée avec une seule discipline. Il faut que ces disciplines se parlent, il faut qu'elles soient croisées pour justement essayer de dégager une vraie analyse, une vraie compréhension de la difficulté, des difficultés qui peuvent être appréhendées sur tel ou tel territoire. Donc voilà, j'en dirai pas plus, je répondrai évidemment aux questions dans le cadre évidemment du débat, et je suis effectivement à la fois extrêmement content d'être parmi vous aujourd'hui et très content aussi d'avoir encadré le travail de Quentin l'année dernière lorsqu'il a commencé de l'effectuer entre septembre et mai de l'année dernière. Voilà, merci. Merci beaucoup d'abord à l'Observatoire de la parentalité, à Monsieur Sélinis de nous avoir invités pour restituer ce travail aujourd'hui, ce qui fait un peu office de récompense à mes yeux et de reconnaissance pour le travail que j'ai réalisé l'année précédente. Merci également à toutes les personnes qui sont présentes dans la salle aujourd'hui et ainsi qu'à Monsieur Benchendik, bien sûr d'avoir supervisé ce rapport tout au long de l'année. Enfin également un grand merci à toutes les personnes qui ont accepté au cours de mes recherches de m'aider, de répondre aux sollicitations que j'ai émises, que ce soit dans le cadre de questionnaires qui ont permis d'appuyer un peu ma recherche ou d'entretiens un peu plus longs avec une diversité d'acteurs, je reviendrai dessus plus tard. Ma présentation a déjà un peu été faite, du coup je suis élève, comme ça a été dit précédemment, à Sciences Po, et c'est dans ce cadre que j'ai réalisé mon rapport sur la durée de l'année scolaire précédente. Pour un peu introduire ce rapport, je voudrais d'abord vous expliquer comment j'en suis arrivé un peu à ma problématique. Et c'est d'abord passer par la définition de ce qu'était un observatoire, pour lequel j'ai retenu deux définitions différentes. Une première d'une chercheuse française qui s'appelle Joëlle Lemarec, qui définit observatoire comme un lieu de savoir, de production et de centralisation de l'information destiné à éclairer la décision publique. Donc là, on est vraiment sur une idée de quelque chose qui doit, une institution, un organisme qui doit avoir un recul sur les choses et pas forcément réellement prendre part au terrain plus que ça. C'est pourquoi j'ai retenu quand même une deuxième définition qui m'a été donnée par Thierry Malbert, qui est le directeur scientifique de l'Observatoire de la parenté de la Réunion, qui officie dans un contexte qui est assez, sur le plan socio-économique, similaire à celui de la Martinique, puisque là aussi il y a une surreprésentation des familles monoparentales, avec tous les problèmes que ça engendre.
L'Observatoire de la Réunion a été fondé en 2015 et ça a été une source d'inspiration importante de la constitution de son rapport, parce qu'il jouit d'une expérience importante justement, avec des missions qui sont assez similaires à l'Observatoire de la Réunion, de la Martinique. Pardon. Lui a retenu que l'Observatoire doit faire la reliance entre les acteurs de terrain et les décideurs pour leur permettre de penser ensemble le développement social. Et j'aime beaucoup cette notion de penser ensemble et de se dire que sur ce point, j'avais retenu une phrase de M. Sélénis qui m'avait marqué, qui m'avait dit que l'Observatoire doit à la fois permettre une communication ascendante des acteurs qui sont sur le terrain vers les pouvoirs publics pour les alerter sur leurs besoins, et à l'inverse d'une communication descendante de ce qu'attendent les pouvoirs publics des acteurs et de les aider à mettre en œuvre les politiques qu'ils ambitionnent de réaliser. Donc pour réaliser mes recommandations, je me suis basé sur les missions qui ont été définies par la Caisse d'allocation familiale et l'Observatoire dans la charte qu'il a fondée, la convention, autant pour moi. À savoir, dans un premier temps, la veille, donc centraliser l'information, les études relatives au soutien à la parentalité, ainsi que le recensement, qui est une tâche extrêmement importante, parce qu'aujourd'hui, il y a vraiment ce que Claire Tessier avait qualifié quand je m'étais entretenu avec elle de foisonnement associatif lié à la parentalité en Martinique, et parfois un manque de vision globale de toutes les initiatives qui parfois peuvent être un peu isolées et manquer de visibilité, d'où cette idée de recensement. Ensuite, une mission de projection, et là on part plutôt sur de l'évaluation de ce qui existe, chercher à éclairer les acteurs sur leurs perspectives d'amélioration de leur action. On reviendra sur ce point bien sûr. Ensuite, de communication, et ça c'est un problème que j'ai pu ressentir dans mes recherches, que certains acteurs pouvaient parfois avoir du mal à communiquer sur leur action, notamment dans le contexte de la crise sanitaire, où ils ont pu avoir du mal, pour les dispositifs de la CAF par exemple, à attirer du public, à renouveler ce public, alors même qu'il y a des publics en situation de précarité qui auraient besoin d'une action et qui pour autant n'y recourent pas. Ensuite, un accompagnement, et là il y a eu un sujet là-dessus ce matin à propos de la formation, et donc permettre à partir d'études qui sont réalisées de proposer aux acteurs du soutien à la parentalité des éléments de formation qui vont les aider à faire face aux problèmes qu'ils rencontrent. Et enfin, la production d'études propres à l'Observatoire. Et donc c'est sur la base de toutes ces missions qui ont été identifiées que j'ai décidé d'axer mes recommandations, donc, que je présenterai au terme de cette présentation. Pour revenir sur la méthode que j'ai employée dans la constitution de ce rapport assez rapidement, ça a d'abord été de m'imprégner, donc je suis métropolitain et c'est sûr que j'avais besoin aussi de m'imprégner de toutes les dynamiques socio-économiques du territoire martiniquais, donc c'est passé par la lecture de nombreux rapports sur le sujet, des rapports thématiques, des rapports institutionnels, beaucoup d'études de l'INSEE, dont j'ai envie de souligner le travail remarquable sur le sujet, qui apporte des éclairages qui sont nécessaires à la décision publique à mes yeux. Aussi des initiatives de chercheurs individuels, dont certains sont d'ailleurs intervenus ou interviendront au cours de ce cycle de conférences. Je pense à M. Cyrulnik qui est intervenu ce matin, à Nadine Lefaucheur, ou encore à Madame Lagarde qui présentera demain une étude sur le thème du rôle du père à la Martinique. Ensuite, c'est passé par une étude un peu plus juridique de l'ensemble des acteurs du soutien à la parentalité, de cet environnement qui, au vu de la transversalité de la notion de parentalité, peut être un peu flou de prime abord, et parce qu'il y a énormément d'acteurs qui y contribuent en réalité, et donc déterminer l'ensemble de ces acteurs pour ensuite déterminer là où pouvait se positionner l'Observatoire, de manière à leur apporter une aide qui soit complémentaire et qui ne soit pas une initiative qui vienne être en compétition ou en concurrence, ce qui n'aura absolument aucun sens à mes yeux. Enfin, la dernière phase, et c'est certainement la plus importante, ça a été de rencontrer les acteurs qui ont été identifiés, d'abord donc par l'émission de questionnaires pour essayer d'avoir des données un peu quantitatives sur plusieurs thèmes, et ensuite au cours d'entretiens un peu plus longs
qui ont été réalisés dans une deuxième phase du rapport, pour sonder aussi les acteurs sur leur perception par rapport à l'évolution de la société et leurs besoins réellement, auxquels une partie est consacrée. Pour entrer dans le vif du sujet sur le contenu du rapport, je me suis d'abord penché donc sur l'environnement vraiment socio-économique de la Martinique, avec, je pense que je ne vous apprends rien, un fait monoparental qui est massif. En 2018, ça représentait 42,4% des modèles familiaux, donc bien sûr c'est extrêmement important, contre 15,9% pour la métropole. Des chiffres qui demandent à être actualisés, mais en tout cas on a des tendances fortes. Et ce phénomène monoparental, il est imbriqué dans énormément d'autres phénomènes de société, comme vous le savez, des problématiques d'accès au logement, aussi le fait qu'il y ait simplement un salaire et donc une précarité économique, aussi le fait que même en situation de séparation, les charges éducatives vont plus reposer sur la mère, en règle générale, qui encore une fois est une variable qui pèse sur ces familles monoparentales, avec un taux de pauvreté pour les familles monoparentales qui est de plus de 40%, contre moins de 20% pour la famille qu'on pourrait qualifier de traditionnelle, un terme que j'affectionne pas particulièrement, mais qui est un taux de pauvreté qui est inférieur à 20%, donc vraiment une différence drastique, et qui, à mes yeux, justifie que le soutien à la parentalité soit vraiment adressé en priorité aux familles monoparentales, et je pense qu'on peut tomber d'accord là-dessus. Je vais pas plus m'attarder là-dessus sur le sujet de l'environnement socio-économique. Il y a eu une intervention de l'INSEE, et je pense qu'elle a certainement été plus complète et pertinente que la mienne. Mais j'aimerais revenir plutôt sur des dynamiques qui sont un peu apparues et qui ont attiré mon attention dans le cadre de la crise sanitaire. On a beaucoup parlé de la thématique des violences, et je me suis intéressé à un rapport qui a été publié par l'Observatoire des violences faites aux femmes en Martinique, qui est paru en 2021 sur l'évolution des violences conjugales dans le cadre de la crise sanitaire. Et sur ce point, on a constaté une augmentation entre 2019 et 2020, expliquée entre autres par une libération de la parole, mais aussi beaucoup par le contexte de confinement, des violences conjugales de plus de 50%, en tout cas des plaintes enregistrées pour violences conjugales, passant de 583 à 767, et un chiffre qui est demeuré à peu près identique pour l'année 2021. Or, l'exposition à des violences conjugales, que ce soit pour les femmes, mais aussi pour les enfants, est une source de traumatisme qui est extrêmement importante et qui pèse dans le développement de l'enfant, et qui certainement appelle à s'intéresser à ce sujet. Ensuite, je me suis aussi intéressé au domaine du numérique, et ça a été évoqué ce matin dans des interventions, à savoir le numérique comme un facteur d'exclusion, et ça a été cité, la crise sanitaire a amené une accélération de la transition numérique qui avait déjà été mise en œuvre, et à une numérisation des services publics qui pose un vrai enjeu, à savoir l'accès du public au numérique. Est-ce que justement la numérisation qui a pour but de simplifier l'accès aux services publics, elle ne va pas au contraire marginaliser encore plus des populations qui sont isolées, qui sont le plus en besoin d'aide justement. Et à ce titre, j'ai pu lire pas mal d'études sur la métropole, mais aucune à l'échelle martiniquaise. Voilà pour ce qui est de l'environnement socio-économique et des dynamiques que j'ai un peu cernées a priori. Ensuite, je me suis penché vraiment sur ce qui étaient les acteurs du soutien à la parentalité. Comme je vous l'ai dit, une tâche assez complexe, parce que ça représente... disons que si on part du principe que la parentalité, le soutien à la parentalité, c'est l'aide aux fonctions éducatives d'être parents, et plus globalement au bien-être de l'enfant, on pourrait presque retenir l'ensemble des politiques publiques, et en fait ça fait intervenir un nombre d'acteurs qui est immense. Je pense à la CAF dans un premier temps, que ce soit dans le soutien financier qu'elle apporte aux familles par les prestations sociales qu'elle verse, ou dans le pilotage, le soutien à l'action sociale. Je pense que vous le savez, mais que ce soit par les réap, les classes, les lieux d'accueil enfants-parents, la médiation familiale, ou encore les lieux de rencontre. Elle met en place une action sociale qui, à mes yeux, est réellement complémentaire, et je ne pense pas qu'un soutien financier aux familles soit vraiment suffisant pour permettre aujourd'hui de soutenir la parentalité, quelque chose qu'a bien saisi la CAF. Ce soutien, il est de plusieurs natures. D'abord, financer les dispositifs qui accueillent du public, dans le cadre de missions qui sont définies, d'une contractualisation,
donc qui reçoivent une aide technique à la mise en place, une assistance, mais aussi une forme de contrôle et d'évaluation avec des contrats qui sont renouvelés tous les ans. Pour ce qui est des acteurs, on peut aussi parler bien entendu des collectivités territoriales qui soutiennent, financent dans un domaine de compétences très large des actions qui sont liées au soutien à la parentalité. Je pense au domaine scolaire dans un premier temps, mais aussi dans l'aide sociale. Chaque collectivité à son échelle, en cas de l'action, donc supervise un niveau scolaire. Pour ce qui est de la collectivité territoriale de Martinique, au titre de sa compétence d'action sociale, elle encadre aussi beaucoup de travailleurs, travailleurs sociaux et travailleuses sociales. Donc, ce qui représente bien entendu un acteur important. Ensuite, l'État, même si l'État officiellement n'est pas compétent en matière d'action sociale, il y contribue de façon importante, et c'est ce que j'avais pu ressentir en rencontrant Claire Tessier, sous-préfète chargée de la cohésion sociale. D'ailleurs, l'État est un gros financeur de dispositifs qui sont aussi soutenus par la CAF, au titre d'autres compétences que l'action sociale, par exemple par le biais des emplois aidés ou au titre de la cohésion sociale. Toujours est-il que l'État joue un rôle extrêmement important, et donc la préfecture de Martinique par l'État. Après, bien entendu, tous les acteurs de terrain, que ce soit les associations qui officient dans le cadre des dispositifs pilotés par la CAF, les associations qui sont en dehors de ce dispositif. Je pense par exemple à une personne que j'avais rencontrée, Fabienne Sainte-Rose, qui est la directrice de l'association des 1001 victimes d'inceste, qui là met en place pas mal de cellules d'écoute et des séances de thérapie collective sur le traumatisme que peut représenter l'inceste, pour des personnes adultes bien sûr, mais ce traumatisme il peut clairement et de façon importante influencer l'éducation de leurs propres enfants. Ensuite, tout ce qui relève de l'animation de la vie sociale, tous les centres communaux d'action sociale, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement large. Les espaces de vie sociaux, l'action culturelle, sportive, qui participent aussi au développement de l'enfant. Ensuite, on peut bien évidemment parler de la recherche. Comme je l'ai dit précédemment, je pense que c'est un levier qui est inévitable pour permettre une action qui soit raisonnée, qui soit utile. Aussi les institutions judiciaires, bien évidemment, dans les cas les plus conflictuels et les plus graves, dans le cadre de certains contextes familiaux très conflictuels, comme je viens de le dire. Avec parfois un manque de cohérence qui est identifié par beaucoup d'acteurs que j'ai rencontrés, qui considèrent qu'effectivement il y a énormément d'actions qui soutiennent la parentalité, mais parfois avec un manque de concertation entre les acteurs et la sensation qu'on pourrait apporter quelque chose et mettre encore plus en réseau que ça ne l'est actuellement. Et c'est un peu l'idée pour l'Observatoire de la Martinique, c'est réussir à se placer en complémentarité avec tous les acteurs que je viens de citer, et peut-être leur fournir une vision globale qui peut un peu manquer. Donc bien sûr, sur ce point, j'ai cité des catégories, mais encore une fois, ça demande un recensement qui est exhaustif et qui va être long par définition. J'en avais parlé du coup avec Thierry Malbert, le directeur scientifique de l'Observatoire de la Réunion que j'ai déjà cité, qui m'expliquait que lui et cet observatoire a été fondé en 2015. Toujours est-il qu'il a mis du temps à s'implanter justement et à connaître les acteurs de ce territoire. Et c'est un peu aussi l'idée de cette conférence aujourd'hui, c'est de participer aussi à ce recensement en accueillant des gens d'horizons divers qui contribuent tous au soutien à la parentalité. Ensuite, je vais aborder une autre partie et non des moindres, à savoir sur les besoins des acteurs. Pour revenir un peu sur la méthode, l'objectif ça a été donc d'abord d'émettre des questionnaires à l'attention plutôt des acteurs de terrain auxquels j'ai reçu donc une trentaine de réponses, donc ce qui est un peu limité sur le plan de la représentativité, d'autant plus que la plupart de ces acteurs font partie des dispositifs pilotés par la CAF, donc ça ne représente qu'une partie des acteurs de terrain, et c'est pas forcément extrêmement représentatif. Toujours est-il que ça donne des tendances qu'il convient de creuser.
et que j'ai essayé de creuser en conduisant un peu plus d'une dizaine d'entretiens, donc avec des acteurs variés, avec Madame la sous-préfète Claire Tessier, avec Claire-Emmanuelle Laguerre, la directrice scientifique de l'Observatoire de la Martinique, Thierry Malbert, comme je l'ai dit, mais aussi pas mal d'acteurs associatifs plutôt, ou encore la CAF, des entretiens individuels, des entretiens collectifs, dont le but était d'identifier d'abord le fonctionnement en réseau et les interactions que ces acteurs avaient avec les autres acteurs du soutien à la parentalité, à quel point ils étaient soutenus et à quel point ils mettaient en place une coopération par eux-mêmes avec d'autres acteurs de terrain. Ensuite, les ressources qui sont à leur disposition et les besoins qu'ils pourraient avoir à ce niveau. Et enfin, une partie importante, à savoir sur les problématiques que rencontrent ces acteurs et l'évolution que eux ressentent finalement, même s'ils n'ont pas forcément de données quantitatives sur le sujet. Quels sont les sujets qui reviennent et comment ils témoignent un peu de l'évolution des modèles familiaux en Martinique et à quoi ils sont confrontés. Pour ce qui est de la mise en réseau, ce que j'ai pu constater en interviewant, en questionnant les acteurs, c'est quand même qu'ils étaient assez soutenus par des institutions, que ce soit la CAF, mais aussi par les différents pouvoirs publics, et qui sont en grande majorité satisfaits des interactions qui sont avec eux. Sur ce point, ils sont soutenus, que ce soit sur le plan financier, mais aussi technique, humain, parfois avec la mise à disposition de matériel et de personnel pour les aider. En revanche, la mise en réseau, plutôt sur le plan horizontal entre les acteurs, qu'elle laissait à désirer, dans le sens où d'abord ils ont une manque de connaissances des acteurs qui soutiennent la parentalité autour d'eux, et ils pourraient avoir le besoin de mettre en œuvre des ateliers communs. Par exemple, si on pense au REAP, il y a différents REAP qui peuvent traiter de thématiques différentes et qui auraient naturellement à gagner à enrichir leur propre action, à échanger régulièrement avec les autres REAP et donc se former mutuellement. Je pense aussi à une cohérence et qui pourrait mettre en lumière la complémentarité entre les différents dispositifs de la CAF. Sur ce plan, j'ai eu un entretien collectif avec l'association pour la médiation familiale qui m'avait témoigné de son souhait qu'on lui permette d'intervenir dans d'autres dispositifs pour faire de la prévention, puisque là, la médiation familiale, que ce soit sur la base d'un recours judiciaire ou des médiations volontaires, dans tous les cas, on est dans des contextes qui sont assez conflictuels, et aussi, il serait intéressé par la réalisation d'actions de prévention, pourquoi pas dans d'autres dispositifs, auprès d'autres associations qui seraient intéressées. Voilà pour ce point. Ensuite, pour ce qui est de la communication, j'en ai un peu parlé précédemment, les retours sont assez mitigés. Disons qu'il y a environ 50% des répondants au questionnaire qui ont considéré qu'ils avaient des moyens satisfaisants, et d'autres qui mettaient quand même en évidence qu'ils avaient une baisse d'affluence des ateliers qu'ils proposaient, notamment depuis la crise sanitaire, donc une baisse simplement forcée par les mesures qui ont été mises en place, et qui n'ont pas réussi à retrouver alors même qu'on lève progressivement les mesures. Et sur ce point, ils auraient besoin d'aide à communiquer sur cette action. On m'a aussi parlé d'un manque de renouvellement, c'est-à-dire qu'il y a des publics qui sont très assidus pour les ateliers, mais une peine à toucher de nouveaux publics dont on sait qu'ils pourraient avoir besoin d'actions de soutien à la parentalité. Enfin, je les ai interrogés sur leurs ressources financières aussi. À ce niveau, je pense que bien sûr l'Observatoire n'est pas le plus à même d'intervenir, et on peut s'attendre naturellement que pour ce qui est des ressources autodéclarées, les acteurs considèrent qu'évidemment ils ont toujours besoin de plus et qu'avec plus on peut faire mieux. Donc il y a quand même une majorité des acteurs que j'ai interrogés qui considèrent qu'ils sont à un manque de ressources financières, même si l'Observatoire ne peut pas à proprement parler intervenir pour les aider, il peut aussi être un relais de communication de cette information. Enfin, pour ce qui est des problématiques abordées par les acteurs, et ça recoupe un peu celles que j'avais identifiées au préalable, à savoir vraiment des contextes de plus en plus conflictuels pour toutes les associations avec lesquelles je me suis entretenu, et c'est un sentiment qui est partagé globalement par tous les acteurs, à savoir de la violence dans les couples,
des contextes de séparation qui se manifestent de plus en plus et qui bien sûr ont un impact, et ça a été évoqué dans les conférences de ce matin sur le développement de l'enfant. C'est des traumatismes qui pèsent réellement. Aussi de la violence et du conflit chez des individus de plus en plus jeunes, un public de plus en plus jeune, et parfois des couples jeunes qui viennent pour de la médiation alors même qu'ils sont mineurs, ce qui m'avait été décrit comme quelque chose d'inédit. Enfin, pour ce qui est du numérique, du coup, comme je vous l'ai dit, j'avais plus pris le pli que le réel problème. Je l'avais situé sur la fracture numérique, qui concrètement pose des problèmes pour l'accès aux droits et aux services publics de manière générale. Et sur ce point, on m'a suggéré d'autres pistes, à savoir une entrée d'abord sur les problématiques d'addiction au numérique. Et il n'y a pas d'études qui ont été réalisées à ce titre en Martinique. Je sais qu'en Hexagone, il a été mis en évidence que les contextes de confinement ont globalement poussé les jeunes vers les écrans, clairement, avec des temps d'écran qui explosent et des problématiques d'addiction numérique qui sont vraiment immenses. Et donc un enjeu important sur ce point. On peut aussi parler des problématiques de harcèlement et de cyberharcèlement avec le développement du numérique, notamment en milieu scolaire, avec parfois des parents qui n'ont pas forcément les outils pour détecter ces phénomènes. Enfin, on m'a aussi sollicité, et c'est une question qui avait été posée ce matin, sur l'éventualité de proposer de la formation sur le rôle du père et de pouvoir conseiller des pères qui s'adressent à des acteurs de terrain avec un souhait justement de plus s'investir et parfois qu'on ne leur laisse pas forcément l'occasion, et c'est ce dont on avait parlé, où bien sûr dans des contextes de séparation, la garde va dans 90% des cas des enfants à la mère, et parfois des pères qui souhaitent vraiment s'investir et à qui on ne donne pas forcément l'occasion, et de fournir des éléments de formation par exemple dans ce registre. Tous ces éléments m'ont amené du coup à définir des recommandations, comme j'avais dit, qui étaient basées sur les missions de l'Observatoire telles que définies initialement, sous 5 déclinaisons. La première, qui à mes yeux est vraiment un préalable à l'action de l'Observatoire, c'est se faire connaître des acteurs du soutien à la parentalité. Je pense que j'apprends rien à personne sur le sujet. Mais d'abord pour la visibilité de son action, bien entendu, parce qu'il est assez illusoire de penser que on lance l'Observatoire sans vraiment communiquer sur l'action, et on va pouvoir aider les publics parce que ils vont simplement pas en prendre connaissance. Mais aussi pour comprendre le but réel de l'Observatoire et permettre aux acteurs de terrain de comprendre, aux acteurs institutionnels, que justement l'Observatoire ne cherche absolument pas à supplanter l'action d'une quelconque autre organisation, mais qu'il est là justement pour leur apporter une aide complémentaire et se situer là il pourrait avoir des besoins. Sur ce point, du coup, j'avais plusieurs recommandations plus pratiques. D'abord, la fondation d'un site internet, même si ça me semble assez logique et un préalable de nos jours, qui remplirait d'ailleurs toutes les missions de l'Observatoire, à savoir y relayer toutes les études propres qui sont produites par l'Observatoire, aussi centraliser de l'information, de la formation. Ce matin, on a parlé de pas mal de sites qui fournissaient des outils de formation. Aujourd'hui, permettre un accès via le site de l'Observatoire à ce genre d'initiative, donc les centraliser. Aussi donc rappeler bien sûr l'objet de l'Observatoire, l'ensemble de ses missions, et permettre à toute personne qui arrive sur le site d'avoir une présentation qui soit exhaustive de l'Observatoire et de son action. Et enfin mettre en place un agenda de la parentalité pour aussi donner de la visibilité aux acteurs et leur permettre de coopérer, pourquoi pas du coup en relayant auprès des acteurs qu'ils souhaitent des actions. Si une journée particulière venait à être organisée dans un lieu, ne pas créer une action doublon autre part, et justement collaborer.
Et pour la diffusion de ce site internet, je pense que un des meilleurs relais dont dispose l'Observatoire, c'est qu'il est assez largement inséré dans son paysage institutionnel, que ce soit auprès des collectivités, on est ici dans la mairie de Schœlcher, auprès de l'État, et tous ces pouvoirs publics disposent d'un réseau associatif sur lequel l'Observatoire peut s'appuyer justement pour diffuser justement son action, et donc s'en servir comme d'un relais. Le deuxième point qui recoupe un peu le premier en réalité, c'est le recensement. Et je pense que je suis tombé d'accord avec à peu près toutes les personnes avec qui je me suis entretenu que le recensement c'était vraiment un réel préalable pour pouvoir fournir à l'ensemble des acteurs une action qui soit adaptée et créer ce qui a d'ailleurs été identifié dans l'émission comme un but, un annuaire de la parentalité qui recense l'ensemble des actions avec une vocation vraiment exhaustive et large et pas s'en cantonner à du coup à une vision trop restrictive de la parentalité, ce qui pourrait aussi améliorer la lisibilité de l'offre du soutien à la parentalité. Même si la vocation première de l'Observatoire, c'est pas forcément de s'adresser aux parents, ça peut aussi être un relais pour eux. Et donc, ce qui permettrait concrètement d'établir un moteur de recherche sur le site de l'Observatoire selon différents critères, la zone géographique, le type de structure en question, son action ou non dans le cadre d'un dispositif piloté par la CAF, mais aussi bien sûr les thématiques qui sont abordées par ces acteurs pour apporter un soutien qui soit adéquat. Trouver une offre qui soit adéquate, et ça pourrait prendre la forme aussi d'une carte interactive, comme d'ailleurs ça a été mis en place par l'Observatoire de la Réunion pour son propre territoire. Et la base de recensement, je pense, elle est déjà assez importante par les études qui ont été menées. Il y a déjà une base qui est importante, le réseau de la CAF, le réseau des collectivités et des pouvoirs publics locaux, comme j'ai dit précédemment. Et aussi se servir de son site internet comme un outil de recensement, à savoir permettre à un acteur qui arrive sur le site de fournir des informations, y compris des informations purement pratiques, adresse, téléphone, référent, parentalité, pour contribuer à l'annuaire dont j'ai parlé précédemment. Un troisième axe serait plutôt sur la mise en réseau des acteurs de terrain, et ma première recommandation portait sur l'organisation d'une journée de la parentalité. Alors j'ai l'impression que là on est vraiment dans le thème, on a même visé plus large, un peu plus ambitieux, avec une conférence assez longue finalement. Mais je pense que pour communiquer auprès des acteurs, réaliser ce genre d'événements, réussir à les reproduire assez régulièrement, pas forcément sous la forme d'un cycle de conférences aussi long, mais à l'occasion d'une journée de la parentalité sur laquelle on communiquerait en amont auprès des acteurs, éventuellement une après-midi, peut-être le week-end, pour les réunir et aussi leur permettre de se connaître et de développer des projets communs. Ensuite, l'organisation de journées de formation, et là je l'avais parlé sur permettre du coup à l'association de médiation familiale à laquelle je m'étais entretenu, d'organiser une journée de formation sur un thème particulier qui serait soutenir la parentalité dans un contexte conflictuel, auquel je pense que tous les acteurs ne sont pas forcément préparés, et qui demande d'avoir des outils. Ensuite, j'ai décliné un quatrième axe qui serait plutôt que j'ai intitulé fournir aux acteurs les moyens de leur réussite, avec l'idée d'abord de pouvoir associer les acteurs à la recherche, et c'est-à-dire s'appuyer sur tous les acteurs et leur travail pour collecter des données et pour réaliser des études, voire dans une démarche participative, à savoir les former à eux-mêmes collecter des données pour réaliser des études, ce qui pourrait grandement faciliter la recherche, et aussi l'orienter. Et là, je reprends un peu les thèmes que j'avais cités précédemment, à savoir le thème des violences conjugales, leurs conséquences sur la parentalité, sur le développement des enfants. Aussi un thème qui m'avait été évoqué, à savoir la violence des enfants eux-mêmes, éventuellement à l'égard des parents, ou la survenue de comportements violents chez des enfants, même dans un cadre scolaire par exemple. Et sur le numérique, je reviens dessus rapidement,
C'est les trois thèmes que j'avais cités, à savoir la fracture numérique et l'accessibilité du public aux outils numériques, que ce soit l'accessibilité à ces outils par des moyens matériels, c'est-à-dire avoir les moyens de le faire, ou encore être capable d'utiliser ces plateformes, qui n'est pas forcément une évidence pour tout le monde. Enfin, bien sûr, la problématique d'addiction numérique chez les enfants, qui survient de plus en plus jeunes. Et enfin, le cyberharcèlement. Ensuite, et dans la continuité de l'étude qui sera présentée demain sur le rôle du père à la Martinique, mettre en place un premier atelier de formation qui serait sur la fonction parentale du père, et aider les acteurs à accompagner les pères qui souhaiteraient justement s'investir plus dans l'éducation de leurs enfants. Enfin, le dernier axe portait sur la réalisation de partenariats. On l'a vu par toutes les interventions qui existent, c'est que l'Observatoire a déjà tissé un nombre impressionnant de partenariats et qui en fait contribue à enrichir son réseau, les sources d'informations dont il dispose et à partager ses ressources. Sur ce point, j'avais proposé d'approfondir notamment celui qui s'était qui avait déjà un peu de réalité, à savoir de l'Observatoire de la Réunion, notamment dans le partage de ressources, parce qu'il possède des bases de données en formation qui sont extrêmement importantes. En réalité, elles sont déjà accessibles sur leur site si jamais ça vous intéressait. Et la mise en commun, du coup, entre les deux observatoires, d'éléments de formation, qui à mon avis serait extrêmement intéressant, encore une fois, vu les similitudes qui existent entre les deux contextes socio-économiques. Ensuite, pourquoi pas la réalisation d'études comparatives qui pourraient apporter des éclairages donc, entre la Réunion et la Martinique. Et enfin, la participation à des éléments communs pour co-animer le réseau du soutien à la parentalité, que ce soit à la Réunion ou à la Martinique. Je pense que je vous ai à peu près tout présenté. J'arrive à la conclusion de ma présentation. Je ne vais pas continuer de peur de vous endormir. J'aimerais d'abord tous vous remercier pour votre attention et je vous invite à me poser des questions si jamais il y en a. Je vous remercie. Merci beaucoup. Beau travail et belle contribution au développement de notre projet d'observatoire. Hein. Donc, la parole est à vous, mesdames, messieurs, pour justement discuter ce rapport, les conclusions auxquelles il est parvenu, hein, et puis nous dire vous-même, hein, comment vous voyez ça? Comment l'Observatoire de la parentalité de Martinique doit-il se développer? Un point sur lequel je vous invite à communiquer avec nous, c'est aussi éventuellement sur l'identification de sujets de recherche et de formation qui n'ont pas été cités et qui pourraient vous être utiles, bien sûr. Merci et bravo pour cette étude vraiment brillante. J'aimerais vous poser une petite question par rapport aux problématiques que vous avez observées lors de votre étude. J'ai eu l'occasion aussi dans le cadre du champ de la parentalité, de faire une petite recherche, je dirais ça, sur la problématique des grossesses précoces à la Martinique. C'est-à-dire que les adolescentes aujourd'hui ont tendance de plus en plus à vouloir avoir des enfants et seules. Est-ce que dans le cadre de votre recherche, il n'y aurait pas peut-être que
moyen de faire une ouverture pour ce champ d'études, sachant que chez nous, la monoparentalité est de plus en plus jeune. C'est-à-dire que les jeunes ont tendance à faire des enfants avant d'être des adultes. Merci beaucoup. En effet, c'est un sujet que j'avais quand même rencontré. Et en réalité, si on regarde des indicateurs, mais c'est assez intéressant parce qu'en fait, si on regarde des indicateurs de moyenne, on constate que l'âge du premier enfant par femme est pas particulièrement jeune en réalité. On est autour de 30 ans. Et donc, ça questionne aussi sur dans quelle où sont représentées ces grossesses précoces, à savoir quelle classe sociale ça touche. Et je suppose que ça doit certainement, après c'est une hypothèse et j'ai pas étudié la question bien entendu, mais que ça doit certainement toucher aussi des classes moins favorisées, des personnes qui réalisent pas forcément d'études, et c'est aussi un frein pour en réaliser. Donc je vous remercie, je pense que c'est un sujet très important et intéressant. Merci. Bonsoir. Moi, ma question porterait sur tout ce qui est, on va dire, troubles du neurodéveloppement en Martinique. Alors, il y a des études qui ont commencé à être faites par une autre association, notamment le réseau de périnatalité. Parce qu'ils voulaient faire le lien justement entre le chlordécone, les naissances prématurées en Martinique et justement tout ce qui était trouble du neurodéveloppement. Voilà, donc qu'on ait... est-ce que ce serait envisageable qu'au niveau de l'Observatoire de la parentalité, on puisse avoir justement d'autres études à ce niveau-là? Parce que c'est vrai qu'eux, ils s'étaient concentrés sur les très jeunes enfants, enfin voilà, sur la prématurité, mais on voit bien, en tout cas, en tant que professionnel de la santé, on a énormément à faire avec des enfants TDAH, TSA, etc. Donc on a probablement, en tout cas par rapport à la prématurité, c'est déjà presque évident, une surreprésentation, et du coup c'est vrai que notre façon d'envisager la parentalité doit être différente puisqu'on est face à des spécificités neurologiques. Alors, merci pour votre question. Sur ce sujet, je suis un peu moins renseigné. Peut-être que M. Sélénis, qui est la voix de l'Observatoire dans cette assemblée, sera plus à même d'apporter une réponse. Oui, merci. En fait, c'est une question importante, effectivement. Alors, c'est l'une des questions sur laquelle l'Observatoire va essayer de se pencher, hein. Nous avons fait le tour avec les premières enquêtes que nous avons menées, ainsi qu'avec un certain nombre de chercheurs qui ont bien voulu s'associer à nous. Nous avons fait le tour des questions que nous aurions à étudier. Bon, elles sont vraiment nombreuses, hein. Elles sont vraiment nombreuses. Vous voyez, j'ai ici une liste de 19, mais... il y en a 3 ou 4 qui se sont rajoutés entre-temps. Et donc, à l'heure actuelle, il y a plus d'une vingtaine de thèmes qui nous ont été proposés et qui méritent attention, hein. Bon. Alors, d'abord, pour les urgences, sachez que les troubles neurodéveloppementaux, bon, il y a quand même un certain nombre de structures du domaine médico-social qui interviennent là-dessus, hein. Bon, donc ça... Mon propos reste au niveau justement de l'observation, de l'analyse, etc. D'accord ? Maintenant, pour l'instant, il nous a paru intéressant de donner la priorité à 2 actions. À savoir, premièrement, essayer de tomber d'accord sur, autant que faire se peut, sur un diagnostic partagé de la parentalité en Martinique. Tout le monde en parle, tout le monde en fait, mais comme M. Jourdain faisait de la prose. Donc il est important pour nous d'essayer de voir, de sérieux un peu le sujet, de voir de quoi on parle lorsqu'on parle parentalité en Martinique et vers quoi on veut aller.
Alors l'ambition n'est pas de mettre tout le monde d'accord sur tout. Ça serait mission impossible. Mais il s'agit de voir les points de convergence, les points de différence, de divergence, voire de conflit, hein, et puis de trouver la méthode qu'il faudrait pour avancer dans une meilleure parentalité en Martinique et une meilleure efficacité et efficience de l'action de soutien à la parentalité en Martinique. Bon. La deuxième préoccupation, et en fait ce sont deux préoccupations que nous allons essayer de mener simultanément. Hein, et elle fera l'objet d'ailleurs de la présentation de demain matin, hein, d'accord, à 7 plus à l'espace sud. C'est une action sur l'identité parentale en Martinique, la monoparentalité et la place du père. Bon, nous souhaitons effectivement mettre en place cette recherche. Nous avons commencé, nous avons élaboré effectivement tout un protocole de recherche avec toute une série de questions à aborder. Hein. Nous avons réuni, voilà un gros questionnaire, là, bon, il fait quand même une 30aine de pages, je crois, si c'est pas plus. Et donc, nous avons réuni déjà quelques chercheurs, hein, pour se pencher là-dessus. Ça a été dit, hein, la question de la monoparentalité est quand même une question vraiment extrêmement importante en Martinique, déjà dans son ampleur, ensuite dans ses conséquences, et donc c'est tout naturellement que nous nous orientons vers cela. D'autant plus qu'en ce moment, il y a un débat qui agite le monde de la recherche sociale et le monde de l'action sociale en Martinique autour de cette question-là, puisque il y a une idée bien installée dans les esprits. Bon, c'est que grosso modo, pour aller vite, les pères, ils sont plutôt absents, font plutôt pas grand-chose, et puis les mères sont les potomitans et c'est elles qui se tapent tout le boulot. Bon. C'est en partie vrai, mais il faut bien savoir en quoi c'est vrai et pourquoi c'est vrai et comment on peut changer les choses à partir de là, comment faire évoluer les choses en ayant le regard le plus objectif possible, hein, avant de juger, comprendre. Et une fois qu'on aura compris, avoir surtout la préoccupation de faire les bonnes choses plutôt que de critiquer gratuitement. Hein. Donc oui, les troubles neurodéveloppementaux méritent un regard attentionné, hein, mais ce n'est pas encore pour l'instant la priorité et je crois que vous partagez un petit peu cette façon de voir les choses, me semble-t-il. D'accord ? Toute question d'ailleurs, j'ai noté soigneusement, hein, toute question qui peut être soumise est la bienvenue, hein. On est bien d'accord. Bon, parce que imaginez par exemple que l'Observatoire de la parentalité gagne au loto, il pourra peut-être traiter les troubles neurodéveloppementaux demain matin. Hein. On est quel jour aujourd'hui ? Lundi ? Non, ah oui, demain il y a un tirage, je crois. Bon, donc vous voyez, c'est ça la réalité des choses. Les moyens dont on dispose nous contraignent à structurer notre action, hein, et à définir des priorités, etc. Voilà. Mais j'ai bon espoir que même si on ne gagne pas au loto, on gagne davantage de moyens encore pour nous permettre d'aller plus loin le plus vite possible. Alors, juste une réflexion sur la lutte intestine, si on peut parler comme ça, entre la rupture numérique et la presse que l'on fait autour de ceux qui utilisent trop le numérique. Alors, tout à l'heure, vous rappeliez, comme nous l'avons déjà entendu au cours de nos différentes conférences,
que effectivement la fracture touche d'abord ceux qui sont les plus démunis. En même temps, on demande à l'école de former les enfants de plus en plus sur le numérique. Nous voyons comment nos jeunes sont attachés à cette numérisation, mais en même temps, nous entendons parler de tout le mal que cela peut faire. Donc, je ne sais pas moi, je dis que cette lutte intestine mériterait peut-être d'être un petit peu explicitée. Voilà. Je ne sais pas si ma question est un peu embarrassante. C'est ma réflexion. Alors, quand vous parlez de lutte intestine, est-ce que vous voulez dire qu'il n'y a pas vraiment de cohérence dans les politiques qui sont menées? Je veux dire que d'un côté, on pousse à faire, et d'un autre côté, on dit non, ce n'est pas bon. Disons que je pense que la démocratisation du numérique et la numérisation, c'est un peu ce qu'on dit là entre l'addiction et la fracture, c'est en réalité, j'allais dire c'est deux faces d'une même pièce, non, parce que c'est deux points négatifs, alors qu'il y a un point positif qui est très important, c'est que ça simplifie la vie quand on a utilisé à bon escient. Et même pour ce qui est la sécurité sociale et de l'accès aux droits, c'est quelque chose qui est extrêmement bien, mais toujours est-il que ça crée justement un fossé et qu'il faut il faut penser, et je pense que cette fracture numérique elle a peut-être pas suffisamment été anticipée, et c'est quelque chose qu'il faut étudier. Tout comme l'addiction numérique, au final, je suis assez d'accord avec vous, c'est qu'il y a des contradictions, bien sûr, dans ce qui est mis en œuvre. Mais mettre la lumière dessus, ça peut permettre d'essayer de compenser un peu. Ça vous va? Simplement, je voulais rebondir sur ce que Madame a dit. Peut-être semble-t-il, n'y a-t-il pas suffisamment de prévention sur les dangers que représente le numérique, c'est-à-dire que les limites jusqu'où on peut aller, parce que en fait, le numérique face à la modernité a pris un essor considérable dans la vie, particulièrement dans la vie de l'enfant. Et aujourd'hui, peut-être que face à cet essor, il aurait fallu plus de prévention sur les dangers du numérique pour peut-être, interpeller l'utilisateur lui-même. Et particulièrement peut-être les parents qui pourraient peut-être transmettre aux enfants. Parce qu'après tout, ce sont les parents qui achètent ce numérique pour les enfants, puisque les enfants n'ont pas encore la possibilité d'acheter le numérique tout eux-mêmes, que ce soit le téléphone, le mobile ou l'ordinateur ou la tablette, c'est le parent qui achète en fait. Je suis assez d'accord avec vous sur le thème de la prévention et du fait que la transformation numérique, elle allait très vite, et comme je le disais, elle a été accélérée par la crise sanitaire, parce que du jour au lendemain, on a eu recours pour énormément de services de façon beaucoup plus systématique à ça, et que la prévention n'est pas forcément suffisante. Est-ce qu'il faut mettre la faute sur les parents? Je suis pas forcément sûr, parce que est-ce qu'un parent pense à mal en le faisant, en achetant du matériel numérique un smartphone à son enfant de 10 ans, il est peut-être pas non plus, comme vous l'avez dit, vous avez parlé de prévention, il est peut-être pas non plus alerté sur les risques que ça peut avoir sur le développement d'un enfant. Et ça, on le met en lumière aujourd'hui après des études. Mais c'est assez inquiétant de mon point de vue.
Je souhaite tout d'abord vous remercier pour cette restitution et la qualité de vos analyses. Vous avez mis en lumière un certain nombre de problématiques telles que les violences conjugales, la fracture numérique, l'addiction aux écrans, qui sont par ailleurs des problématiques portées dans le cadre d'autres politiques publiques. Et ma question porte sur le lien justement entre l'observatoire et peut-être les autres observatoires qui existent sur le territoire pour en fait qu'il y ait une cohérence et une synergie, parce qu'aujourd'hui on travaille peut-être parfois trop politique publique par politique publique, ce qui nous empêche d'avoir une vision d'ensemble, voire peut-être de reproduire des actions qui existent déjà et qui sont portées par ailleurs par d'autres acteurs. Car Madame, vous évoquiez les grossesses précoces, oui, c'est une problématique réelle, qui est aussi un sujet traité par l'Agence régionale de santé. Donc comment cette synergie et cette mise en lien des politiques publiques pourra être portée par l'Observatoire? Merci pour votre question. Je pense que c'est un peu ce qui est ressorti moi de mes discussions avec Monsieur Sélénis. C'est bien que pour éviter de faire doublon, il faut vraiment coopérer, réaliser des partenariats. Et c'est justement là, il y a une recommandation que j'ai pas évoquée, qui portait justement sur la réalisation d'études sur le numérique, où c'était justement le but de coopérer, et comme vous l'avez dit, de ne pas réaliser des actions doublons qui en fait ne feraient que... et c'est bien tout le défi que l'Observatoire se pose, c'est de réussir, et c'est pour ça que j'ai parlé de recensement et de cerner son environnement, qui est un préalable pour ne pas être une action de plus qui finalement n'est pas de aille contre son but premier. Je ne sais pas si vous voulez rebondir là-dessus, Monsieur Sélénis. Je vais ajouter un élément, effectivement, Charles, si tu me permets. Ce qui est important aussi, si on a un petit peu un regard de chercheur sur ce qui a été développé depuis plusieurs jours, finalement, c'est de mettre en perspective, finalement, que lorsqu'on parle d'observatoire de la parentalité, on parle de la société civile, finalement. C'est-à-dire que c'est de l'action publique, mais dont l'origine n'est pas une collectivité territoriale, dont l'origine n'est pas effectivement l'État local. Et là, vous voyez, on trouve un élément qui est tout à fait fondamental, c'est le fait qu'on a des acteurs privés, et le terme a été utilisé, produisent des politiques publiques, sans forme de légitimité, sans élection, sans nomination à l'égard de l'État local, par exemple, à l'égard de l'ARS, à l'égard de la préfecture, à l'égard de la direction des populations, etc. Et ça, c'est un élément qui est tout à fait fondamental, de voir que des acteurs privés et des acteurs publics vont contribuer, ce qui n'était pas le cas, évidemment, il y a 20 ou 30 ans. Il y a 20 ou 30 ans, alors on avait évidemment des acteurs assez classiques, que ce soit les syndicats ou d'autres acteurs privés, mais l'action publique, les politiques publiques étaient vraiment entre les mains des collectivités, entre les mains des gouvernements locaux, pour reprendre une expression qui est davantage anglo-saxonne, entre les mains évidemment de l'État qui était évidemment axé sur le territoire. Et là, il y a vraiment un élément qui est fondamental de basculement, de modification. Je prends un autre exemple. En métropole, on a des structures qui se développent énormément, ce sont les tiers-lieux. Les tiers-lieux, vous voyez, typiquement, ce sont des structures qui se développent et où, justement, les acteurs privés vont faire de la formation sur le numérique, vont héberger de l'économie sociale et solidaire, vont développer des actions sociales d'aide à la rédaction d'un impôt ou d'une demande de prestation sociale. Vous voyez ? Et là, encore une fois, la notion de tiers-lieu, c'est pas un acteur, je dirais, classique. Donc finalement, on a des modèles qui sont vraiment des modèles assez nouveaux, assez novateurs, mais où il ne faudrait pas non plus que les acteurs, je dirais, institutionnels, que j'ai cités tout à l'heure, trouvent dans les tiers-lieux, trouvent dans les observatoires une façon de se désengager. En estimant, il y a des tiers-lieux sur ce territoire-là, il y a un observatoire sur ce territoire-là, alors finalement on va moins faire, on va peu faire. Et là vous voyez que c'est une question qui est à mon sens très très intéressante d'un point de vue de la gouvernance
d'un point de vue de cette façon effectivement de produire de la décision. Parce que si demain l'Observatoire développe des stratégies de formation, développe des sensibilisations, j'imaginais, et j'en discutais avec Quentin hier soir lorsqu'on a un petit peu préparé l'intervention, je disais, est-ce qu'on pourrait pas aussi imaginer un bus de l'Observatoire de la parentalité qui viendrait aller chercher certains publics, certains parents dans certaines communes, dans certains territoires. Ça existe, des bus comme ça. Le département en métropole en développe quelques-uns, justement pour accompagner socialement des populations qui ont du mal justement à accéder jusqu'au service public. Parce que là, vous voyez, je viens d'avoir et d'utiliser le mot qui est fondamental en France, en métropole, et quand je dis la France, évidemment, c'est de la Guyane à la Nouvelle-Calédonie, dans une conception effectivement assez globalisante et universaliste, la notion de service public. Parce que finalement, qu'est-ce qu'on est en train d'appréhender? C'est un service public. Le service public, effectivement, de la parentalité, pourquoi pas? Pourquoi pas, effectivement, avec un acteur qui va contribuer, qui va inciter, qui va permettre, qui va aller effectivement dans cette fameuse direction et bonne direction, en aidant les familles, en aidant effectivement les jeunes. Et on sait très bien que d'un point de vue dans l'accès à l'emploi, lorsque parfois on a des jeunes de 18, 20 ans qui ne réussissent pas à aller chercher un emploi ou à maintenir ou à conserver un emploi, c'est parce que peut-être, encore une fois, leur histoire personnelle, leur manque de confiance, leurs difficultés, ou en tout cas les épreuves de la vie, ont fait qu'ils ne réussissent pas effectivement à avoir cette fameuse résilience qu'on a évidemment appréhendée parfaitement ce matin. Donc là, vous voyez, c'est pas des éléments, c'est à la fois des éléments qui sont assez rassurants, en montrant qu'il y a un dynamisme, qu'il y a vraiment une production, et j'ai presque envie de dire une intelligence collective. Et ça, c'est à mon sens un élément, on est des acteurs très très différents par nos métiers, par nos fonctions, évidemment. Et puis vous voyez, on est ensemble en train de réfléchir, mais vous le voyez, l'élément fondamental, c'est que l'État, les collectivités n'ont plus le monopole de la production de politique publique, n'ont plus le monopole du développement de services publics. On a ce genre d'acteurs qui sont importants et qui ont des effets tout à fait colossaux sur le territoire. Si on prend un autre exemple d'une période évidemment beaucoup plus éloignée, dans les années 30, on a vu apparaître effectivement là aussi des services publics de bains, par exemple, les bains-douches. On a vu des services publics effectivement de protection sociale. On a vu évidemment le développement de l'électrification. Et là, vous voyez qu'on avait quand même des acteurs qui étaient institutionnels et qui développaient ce genre de service public. Là, vous voyez, on est vraiment sur un basculement qui, moi, m'intéresse beaucoup et qui montre vraiment les évolutions assez importantes de nos territoires respectifs. Oui, merci. Cette question de partenariat est essentielle pour nous. Les qualiticiens ont l'habitude de dire, je crois, que la qualité de système se mesure à la richesse, à l'importance des partenariats qu'il a pu mettre en place. Bon. Et donc, c'est vraiment extrêmement important, d'autant plus que les premiers éléments d'enquête que nous avons pu réaliser nous montrent que 77% des acteurs que nous avons interrogés souhaitent ces partenariats-là et veulent travailler en réseau. D'accord ? Ça nous a orientés vers, plus rapidement que prévu, n'est-ce pas, M. Vaquez? Ça nous a orientés vers justement cette inauguration qui, au-delà des circonstances certes un peu contraignantes, dans lesquelles nous la réalisons, on aurait rêvé d'avoir plus de temps pour la faire, pour mieux la programmer, etc., pour mieux la réaliser. Mais les choses sont ainsi, donc on a fait avec. Ça nous a orienté vers cette inauguration qu'on a voulu agissante et territorialisée pour aller vers, effectivement, les acteurs de la parentalité, d'accord, sur le terrain, pour que, effectivement, nous délivrions ce message. Écoutez, voilà votre observatoire, travaillez avec nous, proposez-nous des thèmes, les troubles neurodéveloppementaux, etc. Associez-vous à cela. J'ai déjà recueilli des
propositions d'acteurs de la parentalité qui nous disent, mais tiens, mais venez voir ce qu'on fait. Envoyez des chercheurs travailler avec nous pour analyser ce qu'on fait, pour nous aider à évaluer ce qu'on fait. Et ça aussi bien et certaines collectivités que certains acteurs associatifs de terrain. D'accord? Donc, c'est ça. Hein, il y a quelqu'un qui a parlé d'associer à la recherche. Hein. C'est une des propositions du rapport. Mais vraiment, on veut essayer de le pratiquer. D'accord? Et la meilleure garantie qu'on arrive à le pratiquer, c'est votre participation, votre vigilance à vous aussi. Hein. Si vous restez trop longtemps sans avoir de nouvelles de l'observatoire, si vous sentez que en fait, moi je suis là, j'aimerais, et puis je fais rien là. Bon, qu'est-ce qui se passe? Il faut frapper à la porte. Hein. Nous sommes allés même assez loin dans cette façon de voir les choses, puisque effectivement, M. Benchendi a raison de souligner que c'est un peu spécial, on va dire ça comme ça. C'est presque un démembrement de l'action publique, là, hein, on va dire ça comme ça, presque, parce que la CAF, on peut discuter de son statut, mais enfin, presque. En tout cas, c'est la volonté que les acteurs, les citoyens, soient effectivement dans la dynamique, dans la démarche de meilleure observation, meilleure analyse de l'action parentalité, pour justement qu'eux-mêmes ils puissent encore mieux réaliser les actions de soutien à la parentalité qu'ils organisent et la parentalité tout court. Hein. Donc, moi je suis très attentif à ces questions-là. Je suis content d'avoir croisé M. Benchendi qui lui-même est un spécialiste de ces questions-là. Et donc, par exemple, ça nous a amené jusqu'à maintenant à ne pas pas doter l'observatoire de statut juridique. D'accord? Quand je vous dis qu'on est allé loin, on aurait pu avoir créé une association, etc. Et puis dire, non, les partenaires qui s'impliqueront dans la réalisation de ce projet, de cette démarche d'observatoire, auront à définir ensemble. Finalement, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on en fait, y compris une association? Est-ce qu'on en fait un groupement d'intérêt public? Est-ce qu'on en fait, quelle forme, quel contenu? Et selon d'ailleurs les partenaires qui accepteront de s'impliquer, ça va conditionner aussi le statut juridique de cet observatoire. Hein. Bon, s'il y a un partenariat public-privé très fort dans la réalisation de cet observatoire, ça ne sera pas tout à fait la même chose que s'il ne s'agit que d'acteurs privés, par exemple, ou au contraire que d'acteurs publics. D'accord? Donc, oui, c'est une question essentielle. Dans notre esprit, sur le terrain, dans l'esprit des acteurs de la parentalité, et j'ai l'impression aussi dans l'esprit de tous ceux qui sont en train de faire le pas pour s'impliquer concrètement dans la démarche d'amélioration et de perfectionnement des pratiques parentalité et de soutien à la parentalité en Martinique. Monsieur Couizol, bonjour, ça va bien? Alors, ce matin, on n'a pas eu le plaisir de vous voir, Monsieur Couizol du CNFPT. Le lundi matin, c'est un jour difficile pour... Oui, non, mais j'ai suivi la conférence de Boris Cyrulnik. J'étais là. Hein. Je me disais, comment tu as pu louper ça? Du tout. D'accord. Et donc, je pense que des collègues aussi ont suivi au CNFPT. Ah, très bien, très bien. Oui, parce qu'on voit, par exemple, il y a 8 vues, mais je ne sais pas, au CNFPT, c'était une vue, et puis je ne sais pas combien vous étiez, hein, tu vois. Mais voilà.
Donc, ça serait intéressant que effectivement tu nous en parles un petit peu de ce partenariat, comment tu le vois de ton point de vue, toi. Alors oui, donc le CNFPT, je pense que tout le monde connaît, bon si tout le monde ne connaît pas, c'est le Centre national de la fonction publique territoriale. Nous sommes chargés de la formation des agents de la fonction publique territoriale, hein, les agents qui travaillent dans les communes, les EPCI et la CTM et ses satellites essentiellement. Et nous mettons en place des formations dans tous les domaines, hein, toutes les spécialités comme on dit chez nous. Donc ça va de l'informatique au social en passant par la santé, le sport, la culture, le développement économique, le tourisme, enfin tout ce qu'une collectivité peut avoir comme mission, comme compétence. Donc au niveau effectivement du social et surtout la partie enfance-jeunesse, on a effectivement des formations à mettre, où nous avons déjà mis des formations sur la parentalité et on aurait souhaité développer avec vous ce secteur, cette spécialité, faire une offre de formation aux agents des collectivités. Donc je pense les ATSEM par exemple, bon, y a toute voilà, une diversité effectivement d'acteurs qui sont en relation avec les enfants et par votre biais on pense les toucher pour les sensibiliser, les former effectivement sur cette thématique, quoi. Donc c'est notre partenariat sera essentiellement en fait de la formation mise en place pour ces acteurs, ces agents. Oui, très important effectivement. C'est la formation d'agents qui interviennent dans les communes, dans les CECAS, dans toutes sortes de structures, hein, des assistants sociaux, etc., etc. Donc, ça n'est pas négligeable. Ça n'est pas négligeable, d'une part, en termes de potentiel humain, hein, bon, des gens qui sur le terrain pour aider à améliorer les pratiques parentalité, mais aussi en termes de potentiel intellectuel et de recherche. Parce que vous avez bien compris que la recherche dans laquelle nous souhaitons nous engager, c'est en priorité une recherche-action. C'est en priorité une recherche qui est capable d'associer effectivement les sujets de cette recherche-là, hein, et que, par exemple, les agents territoriaux auront sans doute, tout comme par exemple les agents de l'AEP ou d'associations ou autres, hein, auront sans doute à vraiment prendre une part active à ce travail d'observation de l'action parentalité en Martinique. Hein. C'est pourquoi je me suis permis, et merci de ne pas m'en avoir voulu, de vous interpeller un peu à ce sujet-là. D'accord. Okay. Voilà. Eh bien, écoutez, alors je viens de réaliser. Ah, très bien. Oui, en fait, c'est juste une question totalement concrète. Si justement, donc moi on est en création d'une association avec des mamans en IEF comme moi-même, et si on a justement possibilité d'apporter des compétences à l'observatoire, concrètement, comment on fait? Concrètement, on commence par se signaler, premier point. Deuxième point, je pense que la plupart des gens qui sont ici et qu'on a rencontrés sur tout le territoire, là, ont reçu les coordonnées de l'observatoire. Hein. Non, pas vraiment. Par mail, en fait. Par mail, voilà. Par mail. Ok, hein, on vous contacte par mail, du coup. Par mail, et puis il y avait des numéros de téléphone, tout ça, il me semble. Bon. Donc, voilà, c'est-à-dire que là, concrètement, on va recenser, justement, toutes les bonnes volontés, hein, toutes les personnes et structures qui veulent bien s'associer. Hein. D'ailleurs, aussi bien sur le plan local, qu'à l'extérieur du territoire, hein, je le dis de cette façon. Donc, voilà, hein,
c'est pourquoi on est allé tout partout, comme on dit, pour dire, voilà, on est en train de créer un observatoire, on inaugure un observatoire. C'est pas pour dire vive l'observatoire, vive Sélénis, non, ça nous intéresse pas, ça, mais c'est surtout pour que, effectivement, dans des réunions comme celle-là, hein, vous puissiez bien avoir la possibilité d'échanger avec l'observatoire et de faire le pas, effectivement, de devenir un agent actif de cet observatoire de la parentalité. D'accord? Donc, merci d'avance et bienvenue. C'est bon? Je suis doublement confus, Madame Boubon. En fait, non seulement on était en retard, à 14 heures, indépendamment de notre volonté, vous l'avez compris, mais en plus de ça, j'ai réalisé, après le début de la conférence, que l'horaire qui était marqué, c'était 13h30 pour aujourd'hui et même hier. Or, en fait, normalement, c'est 13h45. Voilà. Alors, moi qui croyais qu'on avait un quart d'heure de retard, en fait, on avait une bonne demi-heure de retard. Voilà. Eh bien, je suis doublement navré, désolé. Et bon, voilà, rien n'est jamais parfait. Et là, c'est tout bête, ça ferme. Et ça ne rouvre qu'à 14 heures. Et ça, quand on a fait le programme, on n'a pas pensé à ce petit détail-là. Voilà. OK? Et il faut dire qu'ici, c'est la seule salle, je crois, qui fermait. qu'on a eu. Voilà. Donc, ça va? Pas d'autres remarques, pas d'autres commentaires? Alors, j'ai attendu la fin de la présentation et de la discussion pour remercier tout particulièrement M. Vaquez, dit Quentin désormais, et M. Benchendik. Voilà. Pour le travail, vous avez vu qu'il y a vraiment de quoi matière à les remercier. À les remercier pour leur contribution depuis Lille, n'est-ce pas? Grâce notamment à des outils numériques par moment. Bon, on a réussi à faire ce travail-là et je les en remercie vraiment chaleureusement et je pense qu'on peut les applaudir puisqu'ils nous ont vraiment donné un bon coup de main. Merci messieurs. D'autant plus qu'avec ce premier rapport, ils ont déjà pris goût, puisqu'ils sont déjà en train de préparer un deuxième rapport. Alors, par Quentin Vaquez, lui, il va vaquer à ses occupations. D'ailleurs, ces occupations vont l'amener très prochainement vers des structures de gestion de la parentalité, voyez. Donc, il n'y a pas de hasard. Mais par contre, M. Benchendik, avec l'aide d'une autre étudiante, d'une étudiante de Sciences Po, ils ont déjà entamé la préparation d'un deuxième rapport d'expertise qui portera cette fois sur la question des parents, des associations de parents et l'école. Et donc, dans quelques mois, on reprend rendez-vous pour parler de cela. Voilà. Et puisque j'ai l'impression que l'utilité, l'intérêt de ces rapports d'expertise, tout le monde le conçoit. D'accord? Voilà. L'étape chelchéoise, la deuxième étape chelchéoise de l'inauguration de l'observatoire s'achève là. Alors, demain, grand rendez-vous, c'est la dernière étape. Un rendez-vous à Sainte-Luce, à l'amphithéâtre de l'Espace Sud, à Sainte-Luce. Et là, il y aura 3 temps. Le premier temps à 9h, c'est la présentation de la recherche d'une identité parentale en Martinique, la monoparentalité et la place du père. On lance cette recherche-là et il y a beaucoup à dire. On aimerait que vous nous disiez beaucoup de choses là-dessus, s'il vous plaît. Donc, on va vous présenter ce qu'on a préparé, mais surtout, essayer de recueillir ce que vous suggérez, etc. D'accord? Le savoir
d'expérience, nous y croyons vraiment beaucoup, hein, et nous cherchons vraiment à le valoriser. D'accord. Ensuite, à 11h, Jean-Pierre Pourtois, ça sera la conférence terminale de l'inauguration, et le thème, c'est la psychoéducation, instrument d'émancipation. Et un thème très important, très intéressant, et qui sera traité avec toute la profondeur et la grandeur d'esprit de Jean-Pierre Pourtois, que vous commencez à bien connaître maintenant, hein, je pense. Puis l'après-midi, je dis ça comme ça, l'après-midi, parce que là aussi c'était le plan. Sauf qu'on a appris qu'il y a une histoire de match de football demain après-midi. Voilà. Et donc, on est en train de se tâter, on verra ça demain aussi avec les participants, pour savoir est-ce qu'on va pas faire la journée continue carrément, parce que le premier match de l'équipe de France, bon, à 15h, je crois, si je suis bien informé, donc voilà, on devrait être en train de finir. Donc, peut-être que ferons-nous... Oui, c'est ça. Donc, peut-être serons-nous amenés à faire la journée continue et ce qu'on avait prévu de faire dans l'après-midi, le faire carrément dans la foulée de la matinée directement. Hein? Voilà, donc rendez-vous demain à Saint-Luce, amphithéâtre de l'Espace Sud, avec encore plus de détermination et pour là, boucler cette étape d'inauguration pour aller vers effectivement le travail auquel vous êtes déjà conviés. Merci beaucoup, bonne soirée, à bientôt.